L'Ukraine avait prévu d'assaillir les aéroports de Moscou avec des drones guidés par l'IA. Voilà un vrai titre. Tu parles de faire un pari, et il est difficile d'en trouver un plus gros et plausible que celui-là. Et pourtant, cette histoire devient encore plus intéressante. D'où venait ce plan? Pourquoi il aurait été annulé? Et si on peut sortir nos chapeaux en alu une seconde, pourquoi peut-être que tout cela fait partie d'un plan plus vaste? Alors, aujourd'hui, nous allons passer en revue les détails du complot, nous demander si cela aurait été efficace, et nous demander séparément si cela aurait été une bonne idée. Examiner ce que cela pourrait nous révéler sur certaines récentes intrigues de palais à Kiev, et spéculer sur la possibilité que nous assistions encore à une telle opération à l'avenir. Mais commençons par ce que nous savons sur le complot présumé. La cible était les aéroports russes, en particulier ceux autour de la ville de Moscou. L'Ukraine les submergerait avec de petits drones, quelque chose de plus grand que les quadricoptères utilisés lors de l'opération Toile d'araignée, mais toujours plus petit que ce qui est devenu courant lors des campagnes contre la logistique, les raffineries de pétrole ou les bantes baies sauvages. Ils viendraient d'Ukraine, submergeraient les défenses aériennes russes et bombarderaient tout ce qui se trouve à portée de vue. Le projet a reçu le nom de code M&M's, reflétant la quantité et la taille des drones. L'objectif principal ici était de rendre les déplacements aériens autour de la Russie impossibles et d'aller bien au-delà des perturbations précédentes, du contrôle du trafic aérien ou des zones d'exclusion aérienne temporaire imposées pour aider les tirs antiaériens de l'armée russe. Comme nous le savons trop bien grâce aux menaces récentes sur le transport maritime international, les industries à forte intensité de capital ont besoin d'assurance pour fonctionner. Dès que les avions commencent à devenir des cibles d'attentats à la bombe, les compagnies d'assurance commencent soit à retirer leurs polices, soit de toute façon, les polices ne couvrent pas les actes de guerre. Dans tous les cas, les compagnies aériennes protègent leurs investissements en déplaçant les avions vers l'Est. Ou, dans le cas des compagnies aériennes internationales, elles quittent tout simplement le pays. Ce dernier point préoccupait particulièrement les planificateurs militaires ukrainiens, qui voulaient convaincre Turkish Airways et Emirates que la Russie n'était pas le meilleur endroit pour faire des affaires. Bien que des mois de planification aient été consacrés à l'opération, elle a été mise de côté lorsque l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a été de facto limogé de son poste en juillet. Et si vous posez la question à l'Ukraine, elle le niera qu'une telle opération ait jamais été planifiée. À partir de là, nous avons plusieurs aspects différents de l'opération à aborder. Mais commençons par la question la plus basique. Aurait-elle été efficace? Et je pense que le thème ici devrait être la prudence. Est-ce que cela aurait fait la une des grands médias internationaux? Oui. On peut supposer sans risque que les médias de guerre se seraient régalés ce jour-là. Encore une fois, comme après Spiderweb. Est-ce que cela aurait été incroyablement perturbateur sur le plan économique? Absolument. Avec toutes mes excuses pour établir ce parallèle, il y a une raison pour laquelle Ben Laden et son groupe étaient aussi focalisés sur l'aviation. Les aéroports sont des pôles économiques, avec des secteurs allant des affaires au tourisme qui dépendent de leur bon fonctionnement. Détruire cette industrie revient essentiellement à multiplier la détresse. C'est pourquoi ils ont continué à s'en prendre à l'industrie de l'aviation, malgré la mise en place de nouvelles couches de sécurité, les unes après les autres. Au-delà de ces points, cependant, je ne suis pas certain de l'utilité de tout cela. Le rapport initial sur l'opération présumée commençait par, je cite, « Plus tôt cette année, des responsables ukrainiens sont venus voir le président Volodymyr Zelensky avec un nouveau plan risqué pour mettre fin à la guerre avec la Russie. » Maintenant, je ne sais pas si c'était la formulation choisie par l'auteur ou si c'était l'évaluation des responsables qui ont divulgué l'information. Dans tous les cas, nous devons bannir le cliché selon lequel cette astuce simple mettra fin à la guerre. À moins que le plan ne détruise réellement l'armée adverse ou ne décapite le régime de l'adversaire et ne garantisse que le prochain dirigeant qui prendra le pouvoir rappellera les troupes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les opérations offrent un levier. Elles modifient l'équilibre des forces entre les parties et changent les coûts anticipés de la poursuite du conflit. Mais le fait qu'elles mettent fin aux guerres dépend d'interactions complexes avec les obstacles à la négociation. Le simple fait d'obtenir un moyen de pression suffit à justifier l'opération. Alors laissons-en là sur cette révélation concernant l'opération, car cela suffit à justifier son importance. Néanmoins, je pense que nous devrions avoir des attentes réalistes quant à ce que cela apporterait, tant du point de vue du levier que de celui des frictions dans la négociation. Selon la théorie, perturber les aéroports contrarierait les oligarques du pays, qui se tourneraient alors vers Poutine et le forcerait à reconsidérer l'effort de guerre.
D'accord, très bien, cela va contrarier les oligarques. Les aéroports, surtout en Russie, sont surtout fréquentés par les classes supérieures. Mais c'était pas comme si la classe supérieure avait été ravie de cette guerre depuis le début. Répétez après moi. L'invasion est un transfert de richesse des oligarques vers la classe ouvrière russe au service d'un projet de prestige de Poutine. Et peut-être qu'ils ont accepté jusque-là, mais ici, nous allons fixer une limite. Cependant, les oligarques ne semblent pas être la catégorie de Russes qui doit revoir son attitude face à la guerre. Si la classe ouvrière profite de la guerre, alors lui nuire est le moyen de construire une coalition plus large contre Poutine. Perturber les chaînes d'approvisionnement des stations-service et faire exploser les installations de Wildberries aura un effet bien plus important que de frapper l'aviation. Cela mis à part, je n'ai toujours pas exposé d'argument selon lequel les M&M auraient été une mauvaise idée. Créer un chaos économique général à l'intérieur de la Russie est une bonne idée, même si cela ne garantit pas la fin de la guerre. Mais il y a certains risques importants qui l'accompagnent. L'un des défis de l'opération consiste à faire en sorte que tous les petits drones atteignent leur cible prévue. Ce n'est pas une tâche simple, surtout lorsque des drones plus petits signifient des explosions plus petites. Pour quelque chose comme un entrepôt Wildberries, l'Ukraine a en tête les coordonnées GPS et connaît à la fois l'apparence de l'entrepôt et le chemin pour y accéder grâce aux images satellites. Alors vous envoyez vos drones. S'ils évitent le brouillage GPS, tant mieux. Sinon, on peut supposer qu'ils disposent d'un ciblage par IA à bord qui fera de son mieux pour accomplir la mission. La situation des aéroports est plus compliquée. Si tout ce que vous essayez de faire est de détruire le hall, alors vous pourriez suivre ce modèle sans problème. Mais il y a deux problèmes. Premièrement, les halls ne sont pas inflammables. Frapper une raffinerie de pétrole ou un entrepôt rempli de carton et la cible s'enflamme pratiquement toute seule. Frappez un hall, et peut-être que vous causerez quelques dégâts matériels. Ce ne sera pas beaucoup plus que ça. Pour aggraver les choses, un hall bien rangé n'est pas nécessaire au fonctionnement d'un aéroport. En réalité, vous ne neutralisez pas la cible. Bien sûr, vous envoyez un message, mais toute personne qui ne veut pas entendre ce message peut toujours prendre l'avion comme elle le souhaite. Dès lors, l'Ukraine voudrait frapper les avions eux-mêmes. La Russie ne peut pas résoudre ce problème simplement en faisant venir davantage d'avions, car cela ruinerait l'aspect assurance, probablement pire que si vous frappiez simplement le hall. Cependant, cibler les avions ajoute un nouveau niveau de complexité, car ils ne sont pas des coordonnées GPS statiques. La solution ici est d'utiliser un ciblage autonome par intelligence artificielle. Les systèmes d'IA savent à quoi ressemblent les avions, donc une fois qu'ils atteignent l'aéroport, ils commencent à chercher des cibles, puis explosent en fonction de la cible repérée. Mais c'est ici que nous rencontrons le deuxième problème principal de la stratégie. Ce sont des aéroports civils, et donc il y aura des civils qui y circuleront. Frapper un hall d'aéroport causerait probablement quelques victimes civiles, bien qu'elles seraient sans doute peu nombreuses car le bâtiment absorberait la majeure partie de l'explosion. Les avions, c'est une autre histoire. Ils ne sont pas faits de béton et ils sont pleins de kérosène. Si on en frappe un plein de passagers, tous ne sortiront pas vivants de cet espace confiné. La façon dont vous pourriez prendre en compte ce risque, c'est en observant l'avion en question et en cherchant des signes visibles de la présence de passagers à bord, plutôt que de le voir simplement garé sur un tarmac vide. C'est un problème assez simple pour nous les humains. Mais à ce stade, l'Ukraine compterait sur des systèmes autonomes pour prendre des décisions de tir. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans la guerre à cette échelle. Petite remarque ici, et c'est quelque chose que nous allons y revenir implicitement à la fin de cette vidéo lorsque nous discuterons de la possibilité que l'Ukraine mène quand même cette opération. La solution la plus simple à ce problème est que Starlink communique avec les drones. Cela permettrait de garder un humain dans la boucle tout au long de la chaîne d'engagement. Comme vous le savez, cependant, Elon Musk s'oppose à ce que Starlink participe à la guerre de cette manière. Et donc, cela ne semble pas être une option pour le moment. Mais imaginez que l'Ukraine le fasse quand même. Alors vous auriez une situation où toutes les parties seraient d'accord pour dire qu'il vaut mieux qu'un humain supervise l'ensemble du processus. Ou du moins, je pense que Kiev, le Kremlin et Musk préféreraient voir des avions vides détruits plutôt que des avions remplis de personnes. Mais si Musk maintient cette règle de façon stricte, il se peut effectivement que l'intelligence artificielle prenne cette décision à la place. Cependant, ce n'est pas le plan actuel. Selon nos rapports, Zelensky a exprimé des réserves quant à la poursuite de l'opération en raison des risques pour les civils.
Pour être clair, l'Ukraine a montré qu'elle était prête à mettre en danger des civils lorsque la valeur de la cible était suffisamment importante. C'est pourquoi les frappes sur Wildberry continuent. Celle-ci est différente en termes d'utilité d'un succès et du nombre de civils mis en danger. Cela semble également être un risque important à prendre alors que le Kremlin cherche une excuse pour lancer une nouvelle vague de mobilisation. Si je peux me permettre de faire un autre parallèle avec le 11 septembre, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Ben Laden ne s'est pas attiré la sympathie des autres est que les attentats ont tué 372 non-américains de 102 pays différents. Notamment, cela comprenait un Russe et un Ukrainien. Pour faire simple, si vous commencez à tuer des gens dans un aéroport, il est très difficile de limiter les victimes uniquement aux Russes. En guise de dernière réflexion sur ce point, la logique que je viens de décrire relève d'une stratégie pratique. Une grande partie des commentaires que j'ai vus dans les milieux occidentaux après la révélation du rapport portent sur le fait qu'une telle attaque violerait de nombreuses lois de la guerre. Je pense qu'il vaut la peine d'examiner cela du point de vue ukrainien. Le pays a dépassé le stade de se soucier de ce que pense un juriste occidental assis dans sa tour d'ivoire juridique à propos de la situation. Cela fait des années qu'il n'y a plus de vols civils à l'intérieur de l'Ukraine, et certains de leurs aéroports ressemblent à cela. Si l'opération était globalement positive, l'Ukraine la tenterait. Ce sont les problèmes pratiques qui ont empêché l'Ukraine d'adopter cette stratégie, du moins pour l'instant. Pour continuer, je soupçonne que le rapport pourrait apporter un nouvel éclairage sur les intrigues de palais au sein du pouvoir à Kiev en juillet. Je ne peux pas penser à quelqu'un qui a vu l'opinion publique se retourner contre lui aussi vite que dans le cas de l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. On comprend sans mal pourquoi il est devenu populaire. Cet homme est clairement un maître de la pensée latérale. S'il était à la tête de l'Ukraine, je n'aurais jamais manqué de contenu intéressant sur cette chaîne. Pensez à tout cela. Les frappes logistiques au sud pour paralyser la Crimée, le système de points pour attribuer plus d'équipements aux unités ukrainiennes qui détruisent des cibles de valeur, probablement les frappes Wildberry, et maintenant cette opération, mis à part la question de savoir si cela aurait été une bonne idée ou non. Lorsque Zelensky l'a de facto limogé, tant l'opinion publique en Ukraine que les commentateurs occidentaux ont protesté. Dans cette optique, Zelensky avait pris une décision ridicule en choisissant de s'aligner sur les anciennes stratégies soviétiques sous Syrski, et le renvoi de Fedorov protégeait une oligarchie corrompue dans le pays. Vous vous souvenez peut-être tout de même de mon commentaire sur le sujet à l'époque. Nous ne comprenions pas toutes les dynamiques personnelles en jeu, et il était politiquement opportun de rejeter la faute sur la personne qui demandait d'envoyer plus d'hommes en première ligne. Cependant, en tant qu'observateur extérieur, nous ne saisissons pas pleinement les compromis, et il était raisonnable de penser que l'Ukraine devait effectivement donner la priorité aux effectifs en première ligne. Pendant ce temps, Fyodorov avait lancé à Zelensky un ultimatum inutile. Soit il le renvoyait, soit il renvoyait Syrski. Compte tenu de la façon dont la situation a été présentée, il est facile de comprendre pourquoi Zelensky a alors renvoyé Fyodorov. Excellent pour penser hors des sentiers battus ? Oui. Bon, pour faire des calculs politiques ? Pas vraiment. Pour continuer sur ce thème, avançons rapidement jusqu'à la semaine dernière. Fyodorov a fait son coup politique, appelant l'Ukraine à organiser des élections, contrairement à la constitution ukrainienne. C'est à ce moment-là que l'opinion publique à son égard a changé du tout au tout. Fyodorov avait tout ramené à sa personne, défiant en quelque sorte la présidence de Zelensky sans le dire explicitement. La raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est qu'une des explications au report de l'opération contre les aéroports, c'est que Fyodorov a lui-même été mis sur la touche. Ou du moins, c'est ainsi que cela est présenté. Mais pour s'aventurer dans le domaine de la spéculation, il est possible que la causalité ici soit inversée. Avec toute sa créativité, Fyodorov est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre équipe. Mais il n'est pas certain qu'il ait compris son rôle. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir un plan astucieux que cela en fait une bonne idée. Je qualifierais certainement l'opération contre les aéroports d'astucieuse. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, car cela implique un contexte politique bien plus vaste que ce qu'un ministre de la Défense est peut-être prêt à explorer. Et encore une fois, les calculs politiques semblent être le point faible de Fyodorov. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations, mais on peut imaginer que Fyodorov a continué d'insister sur l'opération. Zelensky lui a dit de laisser tomber. Fyodorov, dans ce qui semble être son entêtement caractéristique, a refusé, et donc Zelensky s'est débarrassé de lui. Bon sang, peut-être même que la fuite vient de l'équipe de Fyodorov
pour essayer de forcer Zelensky à agir. Eh bien, cela fait une transition intéressante, car je ne pense pas que nous devrions définitivement tourner la page sur cette opération. La Russie a du mal avec ses défenses aériennes. Cela ouvrirait une toute nouvelle boîte de Pandore pour le Kremlin. L'Ukraine aurait besoin d'un moyen de surmonter, ou du moins d'atténuer de manière significative, le problème des victimes civiles, mais à cette condition, l'opération présente une utilité évidente. Peut-être que cela implique de supprimer le ciblage autonome. Selon les tests présumés de l'Ukraine, l'IA n'est pas encore suffisamment fiable. Donc, peut-être que nous sommes face à une situation similaire à l'opération Toile d'araignée, impliquant des cartes SIM russes à bord des drones, qui peuvent ensuite joindre les pilotes ukrainiens. Je crois qu'en Russie, les cartes SIM ressemblent à ça, mais je ne suis pas un expert sur ce sujet. Je ne suis pas non plus un expert pour résoudre ces problèmes logistiques en général, donc il vaut mieux laisser ces questions aux planificateurs militaires à Kiev. Ma conclusion ici, c'est que une stratégie d'atténuation consiste à annoncer l'attaque et à forcer l'évacuation des civils, sans laisser assez de temps pour protéger l'infrastructure et les avions. Qu'a provoqué la fuite? Une théorie du complot de niveau 1, c'est que l'Ukraine n'a effectivement aucune envie de mener l'attaque pour les raisons que nous avons exposées aujourd'hui. Des responsables politiques à Kiev ont délibérément divulgué la proposition pour essayer d'inciter ces entreprises internationales à se retirer d'elles-mêmes. Mais une théorie du complot de niveau 2, c'est que le plan pourrait quand même aller de l'avant. Plus tard, les critiques pourront se référer au rapport et noter que ces compagnies aériennes continuent d'opérer malgré la reconnaissance publique du problème. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui? L'Ukraine a fait une proposition intéressante pour frapper les aéroports civils russes. Pour l'instant, l'Ukraine a renoncé à cette opportunité par crainte de nuire aux civils. Mais rien ne dit que l'Ukraine maintiendra ce refus à l'avenir. Pendant ce temps, l'opposé du futur est le passé, et ces deux excellents livres reviennent sur les premières phases du déclenchement de cette guerre. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.